Voici la Pologne. Ce pays, qui compte un peu moins de 38 millions d'habitants, est l'une des économies à la croissance la plus rapide d'Europe. Un continent qui a malheureusement été caractérisé par des progrès économiques lents, voire négatifs au cours des dernières décennies. La Pologne est une économie fascinante pour un certain nombre de raisons. La plus surprenante est que cette nation ne devrait pas être aussi prospère qu'elle ne l'est, et que son économie évolue si rapidement qu'il y a de fortes chances que les statistiques démographiques énumérées soient déjà largement dépassées, mais nous y reviendrons plus tard. Les performances économiques de la Pologne sont peut-être bonnes par rapport à celles de ses pairs de l'Union européenne, mais elles sont remarquables par rapport à celles de ses anciens voisins soviétiques, y compris la Russie, un pays qui dispose d'une main-d'œuvre bien plus importante, de ressources naturelles bien plus abondantes et d'une plus grande influence internationale. Mais là où la Russie et beaucoup d'autres anciens États soviétiques ont raté leur transition vers des économies de marché fondées sur la coopération mondiale, la Pologne a réussi à relever des défis historiques modernes qui n'ont pas d'équivalent dans le monde. Si le taux actuel de croissance industrielle de la Pologne se maintient, elle pourrait devenir l'une des plus grandes économies d'Europe, ce qui pourrait constituer une bouée de sauvetage vitale pour l'Union européenne qui lutte contre une stagnation économique durable dans de nombreux États membres clés. En plus d'être une bonne nouvelle, la réussite économique de la Pologne est également une étude de cas inestimable, et sa réussite pourrait servir d'exemple pour d'autres pays dans le monde, en particulier ceux qui se trouvent des deux côtés de la guerre en Ukraine. Aucun pays n'existe sans problème, et si la croissance économique de la Pologne est tout à fait remarquable, elle reste un pays pauvre par rapport aux normes européennes, et elle commence à peine à entrer dans la classe moyenne mondiale supérieure. Nous sommes dans une période où les pays sont généralement très vulnérables et où des chocs économiques, même mineurs, peuvent réduire à néant des décennies de progrès. Il n'y a aucune raison de croire que la Pologne ne sera pas confrontée aux mêmes défis, à savoir l'évolution démographique vieillissante et l'attente d'une croissance soutenue, le tout en faisant face à la concurrence d'autres pays capables de faire la même chose pour le même prix. Le pays est également confronté à des défis très réels qui lui sont propres. Son voisinage géopolitique n'est pas fameux. Si la Pologne constitue une étude de cas aussi intéressante, c'est en partie parce qu'elle est géographiquement proche des pays qui devront tirer les leçons de cette dernière. De plus, si le risque d'invasion de la Pologne est extrêmement faible, cette situation n'en présente pas moins des défis majeurs pour cette économie en plein développement. Mais si elle parvient à résoudre ces problèmes, elle pourrait réellement avoir une chance de devenir l'une des économies les plus riches et les plus influentes du monde, voire de rivaliser avec son voisin l'Allemagne en termes de production de richesse par habitant. Alors, comment la Pologne est-elle arrivée là où elle est aujourd'hui ? Pourquoi les économistes trouvent-ils cette évolution si remarquable ? Les mêmes leçons pourraient-elles être appliquées à d'autres pays complètement paralysés sur le plan économique ? Et enfin, les défis actuels de la Pologne pourraient-ils réduire à néant des décennies de progrès ? Une fois que nous aurons fait tout cela, nous pourrons, comme toujours, placer la Pologne, l'un des miracles économiques émergents de l'Europe, sur le classement de l'économie expliquée. L'économie de la Pologne telle qu'elle existe aujourd'hui a réellement démarré en 1990. Avant cela, même si le pays n'était pas techniquement un État de l'Union soviétique, il tombait effectivement sous son contrôle puisqu'il était dirigé par un gouvernement communiste indirectement choisi par Moscou. En 1989, alors que la domination de l'Union soviétique s'effondrait, le pays a élu un nouveau parti pour la première fois depuis que l'ancien gouvernement avait été chassé lors de l'invasion du pays pendant la Seconde Guerre mondiale. Le nouveau gouvernement a entamé un processus de privatisation, à l'instar de beaucoup d'anciens États soviétiques de la région, y compris la Russie elle-même. Dans le système économique communiste des États soviétiques, et par extension de la Pologne, presque toutes les industries appartenaient à l'État, à quelques rares exceptions près. Lors de la transition de ces pays vers l'économie de marché, ces services publics devaient être transformés en entreprises privées. Ce processus s'est avéré étonnamment difficile dans tous les pays, car il est difficile de décider qui reçoit quoi. Dans les économies de marché établies, les actifs appartenant à l'État sont vendus en permanence. Une simple recherche avec le terme « privatisation du gouvernement » devrait fournir une longue liste d'articles sur des sujets tels que la vente des réseaux électriques, des autoroutes et même des banques d'État qui sont en permanence cédées à des investisseurs privés. Cette pratique est parfois controversée, mais il n'y a rien de mal à cela en soi. En effet, les entreprises privées, avec une motivation de profit et une concurrence saine, peuvent souvent fournir de meilleurs résultats et coûter moins cher aux consommateurs que les organisations publiques sans concurrence et sans incitation particulière à l'efficacité. Bien sûr, il y a toujours un équilibre à trouver et le vrai débat économique doit porter sur les entreprises qu'il vaut mieux privatiser et celles qu'il vaut mieux conserver en tant que service public,
plutôt que d'affirmer que tout devrait être privatisé ou que tout devrait appartenir à l'État. Mais cette petite parenthèse faite, la Pologne s'est rendu compte que son système extrême actuel de contrôle total de l'État sur l'ensemble de l'industrie allait devoir changer. Ce processus rapide de privatisation et d'adoption des marchés libres est connu sous le nom de thérapie de choc, car il s'agissait en fin de compte d'une étape nécessaire pour ces pays. Or, sa gestion rapide et quelque peu désordonnée a fait reculer tous les anciens États soviétiques, y compris la Pologne, de manière significative. De plus, dans les années 1990, aucun de ces pays ne se portait très bien au départ. L'Union soviétique ne s'est en effet pas effondrée parce que son économie était en plein essor. Au moment de la revendication de son indépendance effective, la majeure partie de la population polonaise vivait dans la pauvreté la plus totale, et le pays avait un revenu par habitant d'environ 1 200 $, semblable à celui d'un pays comme le Zimbabwe ou le Pakistan d'aujourd'hui, après prise en compte de l'inflation. En Pologne, les économistes qualifient toujours ce processus de privatisation de thérapie de choc, mais il a été beaucoup moins prononcé que dans les autres pays. La Pologne n'a pas perdu autant de capacités économiques au cours de la transition, parce que son nouveau gouvernement a privilégié une approche lente et régulière pour passer d'une économie planifiée à une économie centralisée. La plupart des grandes industries sont restées sous le contrôle de l'État dans un premier temps, et ce n'est qu'au milieu des années 2000 que la plupart des grandes industries du pays ont été gérées par le secteur privé. Au lieu de diviser les actifs de l'État et de décider qui les obtiendrait dans le cadre d'un processus qui, soyons honnêtes, était extrêmement vulnérable à la corruption, la Pologne a adopté la philosophie suivante. Si l'industrie privée était tellement meilleure et plus efficace, elle laisserait ses citoyens la construire à partir de zéro pour concurrencer les entreprises publiques existantes. La théorie était que si le secteur privé était si bon, il ne devrait pas avoir de problème à concurrencer les grandes entreprises publiques encombrantes. Cette stratégie a permis d'atteindre le même objectif de libéralisation économique, mais par rapport aux autres pays, notamment la Russie, elle n'a pas créé un environnement dans lequel les gens pouvaient soudoyer ou subvertir pour se voir confier les ressources du pays. La Pologne possède beaucoup moins de ressources naturelles que ses voisins de l'ex-Union soviétique, de sorte qu'il y avait sans doute moins de possibilités de remettre les richesses naturelles à un petit groupe d'oligarques. Mais l'approche lente et régulière a permis aux petites industries locales de se développer pratiquement dès le début de la transition du marché. Cette approche plus lente a également rendu le pays plus stable sur le plan économique, car le paysage de l'économie n'a pas été modifié du jour au lendemain. En Russie, par comparaison, les gens se sont endormis dans une économie où l'État, du moins en théorie, leur fournissait tout ce dont ils avaient besoin et leur confiait des responsabilités spécifiques. Puis ils se sont réveillés dans une économie où ils devaient se débrouiller seuls. Dans ce contexte, il n'est peut-être pas surprenant que la Russie ait été marquée par une telle instabilité politique dans les années qui ont suivi, et il s'agit malheureusement d'une boucle rétroactive vicieuse. Si un pays est politiquement instable, les industries de pointe auront du mal à s'y implanter. Sans industrie de pointe, le pays sera confronté à une instabilité économique, et si les gens ne sont pas pris en charge sur le plan économique, ils exigeront des changements politiques, ce qui entraînera une plus grande instabilité politique. La Pologne, en revanche, a maintenu une stabilité politique suffisante pour devenir l'une des premières anciennes républiques de l'Union soviétique à adhérer à des groupes internationaux notoirement sélectifs, tels que l'OTAN et l'Union européenne. Au-delà de l'accès à ces grands groupes internationaux, la stabilité relative de la Pologne, combinée aux revenus nettement inférieurs exigés par les travailleurs polonais à l'époque, a fait de ce pays une destination très attrayante pour la fabrication de produits à bas prix. Les grandes nations industrielles européennes, l'Allemagne et la France en particulier, ont établi des relations industrielles avec la Pologne pour construire les composants moins techniques de leurs produits avancés, tels que les véhicules à moteur et les avions. La Pologne disposait déjà d'une infrastructure manufacturière décente et, lorsqu'elle a rejoint l'Union européenne, il est devenu très facile pour ces pays d'y faire des affaires et de réaliser les investissements nécessaires à la modernisation de leurs usines existantes. Au lieu de payer des travailleurs français ou allemands beaucoup plus cher pour fabriquer des pièces de base ne nécessitant pas de grandes compétences ou d'externaliser la fabrication dans un pays comme la Chine, qui n'est pas membre de l'Union européenne et qui est donc soumise à d'importantes taxes à l'importation, il était beaucoup plus rentable de délocaliser la fabrication en Pologne, d'autant plus qu'elle partageait désormais une frontière terrestre directe avec l'Allemagne unifiée. La Pologne n'a jamais adopté l'euro comme d'autres anciens États soviétiques tels que la Lettonie, la Lituanie et l'Estonie, ce qui a rendu le commerce transfrontalier légèrement plus difficile. Cependant, compte tenu de son potentiel, elle est restée l'une des destinations les plus populaires pour l'implantation d'industries, bien que ces autres États en aient également profité à un degré légèrement moindre. Aujourd'hui encore, la Pologne commerce presque exclusivement avec l'Europe, et bien que cela ait été une grande opportunité pour le pays et l'un des principaux moteurs de sa croissance économique soutenue, cela présente certains inconvénients. La Pologne a pu développer son économie nationale en fournissant aux grandes puissances manufacturières européennes
Un volume de plus en plus important d'exportations, de plus en plus techniques et de plus en plus précieuses. Mais il y a une limite à cela. La croissance des pays auxquels la Pologne vend ses exportations stagne, pour l'essentiel d'entre eux, depuis plus d'une décennie. Cela signifie que la Pologne finira par atteindre une limite quant à la quantité de produits qu'elle peut vendre à ces derniers. Elle pourrait commencer à exporter ses produits manufacturés vers d'autres pays du monde, mais elle ne bénéficierait pas des mêmes avantages que lorsqu'elle les exporte au sein de l'UE. L'Union européenne taxe la plupart des importations qui entrent sur son territoire, mais pas les échanges entre les États membres. La Pologne n'a donc pas besoin d'être la nation la plus compétitive au niveau mondial pour devenir la plus compétitive au niveau régional. Tant qu'elle peut fournir des produits moins chers que ceux des centres traditionnels de fabrication à bas prix, après l'application des droits de douane, elle pourra continuer à exporter ses marchandises. Si la Pologne peut produire un climatiseur de voiture pour 500 € et que la Chine, avec sa main-d'œuvre moins coûteuse et son infrastructure industrielle mieux établie, peut produire la même chose pour 400 €, mais qu'elle est frappée d'une taxe à l'importation de 150 €, alors même si la Chine est plus compétitive, un pays de l'Union européenne comme l'Allemagne choisira toujours d'acheter ce dernier à la Pologne. Bien sûr, il s'agit d'un exemple très simplifié. Les taxes et restrictions commerciales exactes mises en place pour les partenaires commerciaux de l'Union européenne sont incroyablement étendues et compliquées. Mais la théorie de base reste valable. En effet, si elle essayait d'être compétitive au niveau mondial, elle serait facilement dépassée par des centres moins chers dont elle est actuellement protégée en raison de son appartenance à l'Union européenne. Sa situation géographique est également idéale pour le commerce avec le continent européen, mais elle est étonnamment isolée des océans mondiaux à cause de l'isolement de la mer Baltique. D'autres pays européens ont été en mesure de commercer de manière compétitive avec le reste du monde, mais pour l'instant, la Pologne n'a pas le cachet de l'Allemagne, de la France ou même de l'Italie, pour lesquels les consommateurs mondiaux sont prêts à payer plus cher pour des voitures de luxe ou des biens de consommation. En effet, un sac à main fabriqué en Pologne ne suscite pas le même sentiment de luxe qu'un sac à main fabriqué en France. En plus d'être limité par sa cage dorée de partenaires commerciaux captifs qui ne se développent pas beaucoup eux-mêmes, la Pologne devra également faire face au fait qu'à mesure qu'elle et ses habitants s'enrichissent, ils deviennent moins compétitifs. Aujourd'hui, après 3 décennies de croissance économique soutenue, la Pologne affiche un PIB par habitant de 18 000 $, soit environ 50% de plus que la moyenne mondiale, mais toujours nettement inférieur à celui de la plupart des autres pays européens, en particulier ceux de l'Ouest. Mais si cette croissance se poursuit au rythme actuel, ce qui, espérons-le, sera le cas, les salaires continueront également d'augmenter, ce qui est déjà le cas. La Pologne finira par perdre son avantage compétitif en tant que destination privilégiée pour la fabrication à bas coût au profit d'autres pays d'Europe de l'Est qui suivent ses traces. C'est ce que l'on appelle le piège des revenus moyens, où un pays devient trop riche pour être compétitif avec une main-d'œuvre à bas coût, mais pas assez riche pour développer ses propres industries de pointe. C'est un sujet que nous avons exploré à de nombreuses reprises sur la chaîne lorsque nous avons étudié des économies comme la Corée du Sud, le Japon, Taïwan, le Vietnam, le Brésil et même la Chine. La seule différence, dans le cas de la Pologne, c'est qu'elle tombe dans le piège des revenus moyens au sein d'un marché qui lutte lui-même pour rester compétitif au niveau mondial. Et ce n'est là que le premier des défis majeurs auxquels le pays est confronté. La plupart des économistes s'accordent à dire que l'adhésion à l'Union européenne a été une étape positive pour la Pologne. Non seulement elle a clairement démontré qu'elle était un pays digne d'entrer dans ce club assez exclusif, mais elle lui a aussi donné un marché captif sur lequel développer son économie. Cependant, cela ne s'est pas fait sans inconvénients. Tout d'abord, l'Union européenne ayant réduit à zéro les obstacles de recherche d'emploi entre les pays membres, la Pologne a été confrontée à un problème majeur de fuite des cerveaux. Les travailleurs les plus intelligents, les plus jeunes et les plus productifs avaient désormais la possibilité de rester en Pologne ou de traverser la frontière pour aller en Allemagne, où ils pouvaient gagner en moyenne 2 fois plus pour le même travail dans le même secteur. Beaucoup de jeunes travailleurs polonais bien formés ont déjà appris l'allemand et l'anglais en tant que 2e ou 3e langue, ce qui leur a permis de franchir encore plus facilement le pas. En outre, un grand nombre des entreprises qui produisaient des composants en Pologne étaient également implantées dans ces pays plus riches d'Europe occidentale, de sorte que de nombreux travailleurs polonais pouvaient rester chez leur employeur tout en obtenant un emploi mieux rémunéré. À leur apogée, les envois de fonds des travailleurs frontaliers à leurs familles en Pologne représentaient près de 3% du PIB total. Ce qui a certes aidé, mais n'a pas compensé la perte de recettes fiscales et de main-d'œuvre, puisqu'il s'agissait principalement de jeunes travailleurs au sommet de leur carrière. Du point de vue d'un économiste sans cœur, qui se concentre uniquement sur la maximisation de la production, cette situation signifiait que la Pologne ne disposait que des restes, les personnes moins ambitieuses sur le plan économique, les personnes plus âgées, qui nécessitent en moyenne davantage de services sociaux, tout en contribuant moins à l'assiette fiscale.
Cette tendance a évidemment ralenti la croissance, mais comme nous l'avons vu précédemment, les revenus des Polonais augmentent, et la différence entre le travail en Allemagne et le travail en Pologne n'est plus aussi importante qu'il y a une dizaine d'années. Tout en créant le problème du piège des revenus moyens, cette évolution résout également le problème de la fuite des cerveaux, à condition que la Pologne puisse trouver du travail à tous ces travailleurs qui rentrent chez eux. Le mouvement des jeunes travailleurs doit être surveillé de près, mais il ne s'agit plus de la principale préoccupation démographique du pays. En dehors des pays directement impliqués dans le conflit, c'est peut-être en Pologne que l'invasion de l'Ukraine a été le plus durement ressentie. Elle a les mêmes préoccupations énergétiques que la plupart des autres pays d'Europe, mais en plus, étant donné sa position géographique à la frontière directe de la zone de conflit, elle est utilisée comme base d'opération par les forces qui fournissent de l'aide militaire et civile à l'Ukraine. Elle est aussi, et de loin, la destination la plus populaire pour plus de 1,6 million de réfugiés fuyant le conflit. Compte tenu de la longue histoire de la Pologne, coincée entre les grandes puissances européennes et la Russie, le pays se montre conciliant, mais cela a un coût non négligeable. L'arrivée de 1,6 million de personnes dans un pays relativement petit en l'espace de 2 ans constitue un choc économique. En effet, une grande partie de ces personnes sont des personnes âgées ou des enfants en bas âge. En tant que macroéconomiste au cœur incroyablement froid, je répète que ces personnes consomment plus de ressources qu'elles n'en produisent. Tragiquement, bien sûr, il n'y a actuellement aucune fin en vue pour le conflit. Et même lorsque les combats cesseront, de nombreux commentateurs s'attendent à ce que les gens ne veuillent pas repartir en raison de la sécurité relative, des meilleures opportunités d'emploi et du niveau de vie plus élevé offert par la Pologne. Certaines questions sont plus importantes que la maximisation de la production économique, et c'est clairement l'une d'entre elles. Mais il faut reconnaître que malgré tous ses succès au cours des dernières décennies, la Pologne n'est toujours pas une économie riche et avancée, du moins pour l'instant. Un choc majeur comme celui-ci a le potentiel d'annuler une grande partie des progrès pour lesquels le pays a travaillé très dur, le tout pendant qu'il effectue la transition difficile et souvent périlleuse de passer d'un centre manufacturier à une économie avancée basée sur les services. Outre cet énorme changement démographique, la Pologne s'est également engagée à développer massivement son armée. Si elle s'en tient à ses plans, elle disposera de la plus grande armée d'Europe et dépensera jusqu'à 5% de sa production économique totale pour une armée qui, espérons-le, ne sera jamais nécessaire. C'est un pourcentage plus élevé que celui qu'elle dépensait pendant les dernières années de l'Union soviétique, et plus du double de ce qu'elle dépense actuellement. La défense nationale est un aspect crucial de tout pays, et il est compréhensible que la Pologne veuille adopter une approche proactive pour s'occuper d'elle-même, étant donné sa position vulnérable dans le monde. Cependant, cela va constituer une charge économique importante, qui s'ajoutera à un nombre croissant d'autres charges économiques que la Pologne devra gérer pour poursuivre sa croissance et rattraper ses pairs européens. Il est maintenant temps de placer la Pologne, l'une des économies figurant parmi les croissances les plus rapides d'Europe, dans le classement de l'économie expliquée. La Pologne a un PIB de 688 milliards de dollars, ce qui en fait la 21e économie mondiale, devant l'Argentine et loin derrière la Suisse. Il s'agit néanmoins d'une force économique majeure, ce qui lui vaut un 8 sur 10. Cette production est répartie sur une population de 37,7 millions d'habitants en 2020. Comme nous l'avons expliqué dans cette vidéo, cette population est nettement plus élevée aujourd'hui en raison de l'afflux de réfugiés en provenance d'Ukraine, et à mesure que la population augmente, toutes choses égales par ailleurs, le PIB par habitant diminue. Mais selon les dernières statistiques disponibles, le pays a un PIB par habitant de 18 321 $, ce qui le place au même niveau que ses pairs régionaux, comme la Croatie et la Hongrie, au 52e rang des économies les plus productives du monde par habitant. La Pologne obtient donc une note de 6 sur 10. La stabilité et la confiance sont des points intéressants. Le pays lui-même a montré qu'il pouvait éviter les problèmes de corruption endémique et de mauvaise gestion économique. Ce n'est pas parfait, mais c'est de loin mieux que la plupart des anciens États soviétiques. Le pays a également été en mesure de cultiver des relations internationales solides et d'éviter des niveaux élevés de dette publique. Cela devrait s'avérer très bénéfique compte tenu des défis économiques auxquels il est confronté en raison de la perte de son avantage régional en termes de compétitivité des coûts et de la guerre en Ukraine. Les problèmes économiques de ce type seront toujours un défi, mais un niveau d'endettement à peine soutenable peut rapidement transformer un défi en crise. Pour l'instant, le taux d'endettement du pays devrait être facilement gérable, d'autant plus qu'il a facilement accès à la deuxième monnaie la plus échangée au monde, l'euro. La Pologne obtient donc une note de 7 sur 10. La croissance a été forte par rapport aux normes régionales, mais cette région particulière est composée de pays qui ont connu une croissance très lente.
voire souvent négative. Les pays qui peuvent se targuer d'une croissance économique à 2 chiffres année après année ont le plus souvent recours à des pratiques très peu durables pour atteindre cette dernière, ce qui peut facilement se faire au détriment d'une réussite économique à long terme mesurée sur des décennies. À bien des égards, le taux de croissance annuel d'environ 5% de la Pologne est une sorte d'optimum pour une économie en développement rapide. Mais même ainsi, il est inférieur aux véritables valeurs aberrantes de la dernière décennie, ce qui lui vaut une note de 8 sur 10. En ce qui concerne l'industrie, la Pologne a construit une solide industrie manufacturière de base et s'oriente aujourd'hui vers des services à valeur ajoutée plus avancés, tels que la technologie, la finance et l'ingénierie. Pour l'instant, elle obtient une note de 7 sur 10 parce qu'elle est encore en pleine croissance et qu'aucune de ces industries n'est à la pointe de la technologie. Mais si elle continue à se développer comme elle l'a fait, cela pourrait changer très rapidement. Au total, la Pologne obtient une note moyenne de 7,2 sur 10, ce qui la place en haut du classement. C'est une position très respectable qui, nous l'espérons, sera encore meilleure lorsque nous explorerons de nouveau cette économie en développement rapide dans quelques années. Nous avons beaucoup comparé le succès économique relatif de la Pologne à celui de la Russie dans l'ère positive. Nous avons déjà réalisé une vidéo complète sur cette période du point de vue de la Russie. On ne voulait donc pas trop se répéter ici, mais vous devriez pouvoir cliquer sur cette vidéo sur votre écran si vous souhaitez écouter l'histoire complète. Merci d'avoir regardé. Ciao!